Ces brutes n'ont reculé devant rien pour faire de la vie de cette pauvre fille un enfer sur terre. La pauvre fille était agenouillée, impuissante, sur le béton froid, entourée de ses camarades de classe au sourire cruel. Ils ont cassé des œufs crus sur sa tête, regardant le jaune couler sur son visage tremblant, avant de déchirer des sacs de farine et de vider leur contenu sur elle. Malgré l'humiliation incessante, elle n'a montré aucune résistance. Cela n'a fait qu'encourager davantage les brutes qui ont versé une sauce de poisson gluante sur elle, la transformant en ce qu'ils appelaient, de manière moqueuse, leur gâteau d'anniversaire humain pour célébrer le jour spécial de leur chef de file. Le nom de la malheureuse victime était Marine. Elle avait une sœur jumelle nommée Aurore, et bien qu'elles aient des visages identiques, leur personnalité ne pouvait pas être plus différente. Ayant grandi sans parents, les deux filles avaient été placées dans des institutions différentes après leur naissance. Aurore avait été la plus chanceuse, adoptée par une famille riche dans la capitale, Cielville, tandis que Marine a enduré une enfance remplie de difficultés à la maison des enfants du ruisseau. Elle a dû mûrir rapidement, s'occupant des enfants plus jeunes, alors qu'elle était à peine une enfant elle-même. En raison de son éducation difficile, la personnalité de Marine est devenue timide et effacée, faisant d'elle une cible facile pour les brutes de l'école. Pendant ce temps, sa sœur Aurore avait profité d'une enfance privilégiée, mais avait développé une nature froide et calculatrice. Comme elle était constamment gâtée par sa mère adoptive, qui s'occupait de tout pour elle, Aurore est devenue impitoyable et détachée de la souffrance des autres. Ce jour-là, Aurore participait à une sortie scolaire et se promenait sur des sentiers de montagne pittoresques tout en regardant une retransmission en direct de la compétition de natation de sa meilleure amie. En voyant son amie gagner la première place, Aurore n'a pas pu cacher son excitation et a applaudi bruyamment, attirant les regards amusés de ses camarades de classe. En revanche, Marine subissait une nouvelle série de harcèlements systématiques. C'était l'anniversaire de leur chef de file et ses acolytes avaient décidé de transformer Marine en un véritable gâteau humain. Ils ont impitoyablement écrasé des œufs sur sa tête, l'ont couverte de farine et l'ont aspergée d'une sauce de poisson piquante. En regardant l'état pitoyable de Marine, la chef de l'école, Victoire, est restée silencieuse, comme si elle pouvait ressentir des remords. Mais après quelques secondes, elle a éclaté d'un rire maniaque et a fait des gestes exagérés de cœur pour remercier ses sbires. La tragédie ne s'est pas arrêtée là. Marine a été forcée de se changer en vêtements de sport, sentant la sauce de poisson, et d'entrer dans la salle de classe où personne n'a montré de sympathie. Au lieu de cela, ils se sont couverts le nez de manière dramatique à cause de l'odeur persistante. Même son camarade de bureau a dit à Marine de garder ses distances, comme si son malheur était contagieux. Pour aggraver les choses, après le cours, le professeur principal, M. Dubois, l'a appelé à part pour une discussion privée. Il a critiqué l'apparence de Marine, disant que ses vêtements étaient sales et qu'elle dégageait une odeur offensante. Dans toute l'école, elle n'a rencontré que des remarques moqueuses et des commentaires insultants. Le lendemain, Marine est tombée malade et est restée à la maison. Dès qu'elle est sortie de la maison des enfants pour prendre l'air, elle a aperçu le groupe familier de brutes qui approchait. Ils faisaient semblant de faire du service communautaire pour justifier leur visite au centre social, mais en réalité, ils cherchaient une autre occasion de tourmenter Marine. Encore en convalescence, Marine a enduré leur présence en silence, ne voulant pas causer de problème à Madame Chenu, la directrice du centre. La situation était compliquée par le fait que le père de Victoire, Monsieur le maire, était un important commanditaire de la maison de charité, ne laissant à Marine d'autre choix que de supporter tout ce qui se présentait à elle. Victoire se vantait souvent du fonds de bourse d'études de son père et de la façon dont il recherchait constamment des organisations à soutenir. En entendant cela et désespérée d'améliorer les conditions du centre social, Marine a pris rendez-vous avec Victoire en privé ce soir-là. Elle a humblement demandé à Victoire d'intercéder auprès de son père, espérant une augmentation du financement. Mais Marine avait été bien trop naïve.
Victoire a utilisé l'excuse d'emprunter le téléphone de Marine pour soi-disant demander l'avis de son père sur le financement. Cependant, elle a en fait envoyé des messages moqueurs à l'ensemble du groupe de discussion des brutes, enflammant davantage leur haine envers Marine. Lorsque les deux parties ont découvert la tromperie, une violente confrontation a éclaté. Au cours de la lutte, Victoire est tombée à la renverse sur des tuyaux métalliques pointus. Marine, malgré tout ce que Victoire avait fait, a instinctivement protégé son bourreau avec son propre corps, pensant que cet acte altruiste pourrait changer le cœur de Victoire. Au lieu de cela, Victoire s'est appuyée sur l'influence de ses parents pour faire pression sur l'école afin qu'elle expulse Marine, sachant que Marine ne pouvait pas se battre contre des adversaires aussi riches et influents. Incapable de gagner contre l'influence de la famille Lemaire, Marine a supplié M. Dubois d'assister à un dernier cours avant son expulsion inévitable. Cependant, lorsqu'elle est retournée dans la salle de classe pour son dernier jour, les brutes l'attendaient avec un plan encore plus élaboré. Ils avaient griffonné des mots dégradants sur son bureau et l'avaient coincé, prévoyant de déchirer ses vêtements et d'enregistrer l'agression. Heureusement, Marine a rassemblé toutes ses forces pour les repousser et s'échapper. Elle a trébuché désespérément à travers la cour de l'école, la pression psychologique faisant enfin que ses actions sont devenues confuses et irrationnelles. Pendant ce temps, Aurore venait de sortir de la voiture de luxe de sa famille lorsqu'elle a reçu un message mystérieux d'un expéditeur inconnu. Ses émotions se sont rapidement aigries en le lisant et le téléphone coûteux a glissé de ses mains tremblantes. Lorsqu'elle est remontée dans la voiture, elle a montré une irritation visible envers sa meilleure amie, ce qui n'était pas dans son caractère habituel et posé. Ce soir-là, alors qu'elle était assise dans l'élégante salle commune du manoir de sa famille, Aurore a soudainement reçu un appel téléphonique urgent. Après avoir attrapé son téléphone et s'être précipitée dehors, sa meilleure amie, Léa, s'est inquiétée et l'a suivie discrètement. Léa a vu Aurore rencontrer une personne mystérieuse dans une dispute houleuse avant de s'éloigner en trombe, frustrée. Le lendemain, la classe d'Aurore a pris un téléphérique pittoresque pour monter à la montagne pour leur voyage scolaire annuel. Le visage d'Aurore portait une profonde tristesse qu'elle ne pouvait pas cacher. Malgré leur longue séparation, elle se souvenait encore clairement de Marine, bien qu'elle ne se soit jamais rencontrée en tant qu'adolescente. Ironiquement, elles étaient toutes les deux dans le même café de montagne à un moment donné, mais les sœurs se sont croisées sans se rendre compte de leur lien. Au moment de la photo de classe obligatoire au Belvédère, tout le monde a paniqué lorsqu'il n'a pas pu trouver Aurore nulle part. Toute la classe s'est immédiatement précipitée pour fouiller les sentiers de montagne, mais même après avoir fouillé presque toutes les zones accessibles, ils n'ont pas pu la localiser. La nouvelle de la mystérieuse disparition d'Aurore est rapidement parvenue à sa mère adoptive par le biais d'appels téléphoniques scolaires frénétiques. Madame Dubois s'est précipitée sur les lieux de la montagne, complètement submergée de chagrin et incapable de parler de manière cohérente à travers ses sanglots. Pendant ce temps, le meilleur ami et admirateur secret d'Aurore, Maxime, n'a pas pu cacher son intense inquiétude en apprenant sa disparition. Pensant constamment à la sécurité d'Aurore, il a complètement perdu sa concentration et a raté son importante compétition de natation, pour laquelle il s'était entraîné toute l'année. Incapable d'accepter la réalité dévastatrice, Madame Dubois a cherché inlassablement des nouvelles de sa fille bien-aimée jour après jour, embauchant des détectives privés et organisant des groupes de recherche de bénévoles. Puis, un jour, après des semaines d'incertitude angoissante, elle a reçu un appel tant attendu de l'hôpital général de Cielleville. Enfin, ces jours d'anxiété accablante semblaient toucher à leur fin. Mais le soulagement a été d'une durée déchirante, car Madame Dubois a rapidement reçu des nouvelles dévastatrices. Sa fille avait subi une grave perte de mémoire due à un traumatisme psychologique et à un stress extrême. Les médecins ont expliqué qu'elle pourrait éventuellement retrouver ses souvenirs, ou qu'elle pourrait oublier définitivement tout de sa vie antérieure, y compris sa propre identité.
Alors qu'Aurore se préparait à quitter l'hôpital en fauteuil roulant, encore faible et désorientée, elle a rencontré Victoire par pure coïncidence, dans le couloir de l'hôpital. Prenant Aurore pour Marine en raison de leur apparence identique, Victoire a immédiatement commencé sa routine de harcèlement habituelle sans se rendre compte de son erreur. Madame Dubois est apparue juste à temps pour éloigner Victoire de sa fille confuse. Ce n'est qu'alors que Victoire s'est rendue compte qu'elle avait complètement confondu la personne. Elle a rapidement marmonné des excuses embarrassées et s'est enfuie dans le couloir de l'hôpital, manifestement humiliée. Au même moment, Maxime ne savait toujours pas qu'Aurore avait été retrouvée saine et sauve. Il était assis seul dans sa maison vide, regardant de vieilles photos et se rappelant cette soirée émouvante d'il y a des années où il avait fait une promesse solennelle. Pour tenir cette promesse d'enfance, de gagner une médaille d'or nationale et de la présenter à Aurore comme symbole de sa dévotion, il s'était entraîné sans relâche pendant des années. Il s'est précipité au chevet de son hôpital dès qu'il a reçu sa médaille. Mais contrairement aux attentes sincères de Maxime, Aurore l'a traité avec une complète indifférence froide. Elle a affirmé qu'elle ne se souvenait pas du tout de lui et qu'elle ne se souciait pas des promesses de leur passé commun. Ces mots cruels ont profondément blessé le cœur loyal de Maxime. Soudain, il a remarqué une cicatrice fraîche sur le cou d'Aurore qui n'était pas là avant sa disparition. Curieux et inquiet, Maxime a doucement demandé ce qui avait causé une telle blessure. En entendant sa question, Aurore a instinctivement reculé et lui a dit froidement qu'il ne pouvait absolument rien faire pour l'aider. Maxime ne comprenait toujours pas pourquoi Aurore avait changé si radicalement par rapport à la personne chaleureuse et attentionnée dont il se souvenait. Après avoir reçu la merveilleuse nouvelle qu'Aurore était revenue saine et sauve, Maxime s'est précipité à l'hôpital. Cependant, Aurore, ayant perdu tous ses précieux souvenirs, ne l'a pas du tout reconnue lorsqu'ils se sont retrouvés ensemble dans le même ascenseur. C'était comme s'ils étaient de parfaits inconnus qui n'avaient jamais partagé des années d'amitié. Maxime se souvenait douloureusement des mots exacts qu'Aurore avait prononcés la nuit précédant sa disparition. Pensant d'abord qu'elle se moquait de lui, comme elle le faisait souvent, il s'était approché et l'avait serré fort dans ses bras, soulagé. Mais après avoir appris la vérité choquante sur sa perte de mémoire, Maxime a été absolument dévasté de découvrir qu'elle avait oublié toute leur relation. Quand Aurore lui a demandé directement s'ils avaient été des amis proches, Maxime et Léa se sont enfuis de la chambre d'hôpital, incapables de supporter d'être témoins de sa confusion. Madame Dubois voulait désespérément que sa fille retrouve ses souvenirs perdus le plus rapidement possible, alors elle a ramené Aurore à la maison familiale. Ensemble, ils ont passé des heures à regarder de vieux albums photos, essayant de déclencher une certaine reconnaissance. Aurore s'est demandé à voix haute pourquoi il n'y avait pas de photos d'elle quand elle était jeune dans aucun des albums de famille. Sa mère lui a alors doucement expliqué qu'Aurore avait été retrouvée abandonnée dans un champ de pommes de terre à l'âge de 5 ans, sans aucun souvenir de sa vie avant cette découverte traumatisante. Avant qu'Aurore ne puisse traiter davantage cette révélation choquante, sa mère a insisté sur le fait qu'elle devait retourner à l'école immédiatement pour reprendre sa routine normale. À l'école, Aurore a rencontré une fille amicale de l'hôpital qui se remettait également d'un accident. Toute la classe a été absolument étonnée de voir le changement radical chez son ancienne camarade de classe. L'ancienne Aurore avait été si dure, rebelle et intimidante, mais maintenant elle apparaissait aussi timide qu'une souris effrayée. Auparavant, elle ne s'était jamais souciée de saluer poliment qui que ce soit, mais sa transformation complète a choqué tout le monde. Voyant qu'elle avait perdu la mémoire, certains des camarades de classe bien intentionnés d'Aurore ont essayé de l'aider à récupérer en l'emmenant à une séance de karaoké populaire. Cependant, comme personne n'avait apporté assez d'argent pour payer la salle privée, tout le groupe a fini par être escorté au poste de police locale. Trop effrayés et embarrassés pour appeler leurs parents à l'aide, ils n'ont eu d'autre choix que de contacter leur professeur principal, Monsieur Petit, pour les secourir.
Cependant, le salaire modeste du professeur n'était pas suffisant pour couvrir la facture coûteuse, et lorsqu'il a vu le montant total dû, Monsieur Petit a été complètement stupéfait. Il a désespérément demandé au propriétaire du karaoké s'il pouvait payer une partie immédiatement et organiser des versements mensuels pour le reste. En attendant le bus de fin de soirée pour les ramener à la maison, Aurore a été ravie de découvrir qu'elle avait quelqu'un qui se dirigeait dans la même direction que sa maison. Mais leur relation n'était pas aussi amicale qu'elle le pensait de manière optimiste. Avant qu'elle ne perde la mémoire, leur lien avait été assez compliqué et souvent antagoniste. Le lendemain matin, sans avoir besoin d'un réveil, Aurore s'est naturellement réveillée d'elle-même à 5 heures précises. Voyant qu'il était encore tôt et se sentant inhabituellement énergique, elle a décidé de sortir son vélo pour faire de l'exercice matinal dans le quartier. De façon inattendue, elle a croisé Maxime devant le portail, qui sortait également pour sa routine d'entraînement quotidienne. Les deux ont donc fini par faire de l'exercice ensemble, créant une routine matinale maladroite, mais agréable. Lorsqu'elle est arrivée à l'école plus tard, Aurore a essayé à plusieurs reprises d'ouvrir son casier personnel, mais après plus de 200 tentatives frustrées, elle ne se souvenait toujours pas de la bonne combinaison et a abandonné complètement frustrée. Soudain, Aurore s'est rendue compte que son nouvel ami qui était allé chanter avec elle la nuit précédente n'était pas allé à l'école depuis plusieurs jours consécutifs. Avant même qu'elle ne puisse s'asseoir à son bureau pour commencer la journée, ce même ami est entré nerveusement dans la salle de classe aux côtés de Monsieur Petit. Le professeur a demandé directement à Aurore d'ouvrir son casier afin qu'il puisse enquêter sur des objets manquants. Lorsqu'elle a expliqué honnêtement qu'elle ne se souvenait pas du mot de passe en raison de son amnésie, le professeur a demandé au délégué de classe d'apporter un lourd marteau du placard de l'entretien. Mais l'ami d'Aurore, un garçon nommé Lucas, a rapidement saisi une chaise en métal et a fracassé la porte du casier avec une force surprenante. Lorsque la porte cabossée s'est finalement ouverte, tout ce qui était visible à l'intérieur était une seule boîte mystérieuse contenant ce qui semblait être un collier de diamants extrêmement cher. Une fille nommée Chloé a immédiatement pris la parole, affirmant bruyamment que le collier appartenait à sa mère et avait été volé à leur domicile familial. Instantanément, tous les regards dans la salle de classe se sont tournés vers Aurore, mais elle ne se souvenait vraiment de rien concernant les bijoux ou comment ils avaient pu finir en sa possession. Monsieur Petit a ordonné à Aurore de se rendre immédiatement à la salle des professeurs pour une discussion sérieuse sur le vol. Cependant, Maxime a rapidement saisi sa main tremblante et l'a tirée à l'extérieur avant qu'elle ne puisse être interrogée davantage. Aurore a demandé à Maxime avec confusion pourquoi elle devait s'enfuir alors qu'elle voulait rentrer à l'intérieur et clarifier correctement le malentendu. Mais comme Aurore ne pouvait se souvenir de rien de concret pour se défendre, Maxime ne voulait pas qu'elle devienne le sujet de médisances malveillantes dans toute l'école. À ce moment crucial, Chloé donnait son récit détaillé à Monsieur Petit dans la salle des professeurs. Elle a affirmé qu'Aurore l'avait systématiquement forcée à lui remettre de l'argent pour les dépenses personnelles d'Aurore, menaçant de l'agresser physiquement si elle ne se conformait pas aux demandes. Comme Chloé a affirmé qu'elle n'avait plus d'argent à donner, elle a dit qu'elle avait été forcée de prendre les précieux bijoux de sa mère pour les utiliser comme garantie pour les habitudes de dépenses d'Aurore. Cependant, comme Aurore avait complètement perdu la mémoire, Monsieur Petit s'est senti obligé d'appeler les deux couples de parents pour discuter de cette affaire grave. Mais Chloé a catégoriquement refusé d'impliquer leur famille dans l'enquête. Pendant ce temps, Aurore regardait à travers la fenêtre de la salle de classe pendant que la mère de Chloé arrivait à l'école, visiblement furieuse, exigeant des réponses immédiates. Aurore s'est tournée vers ses deux amis les plus proches, Maxime et Léa, et leur a posé directement des questions sur sa relation passée avec Chloé, se demandant si elle avait vraiment harcelé et extorqué de l'argent à la fille avant son accident. Son amie proche, Léa, a complètement et catégoriquement nié les accusations.
Toujours remplie de doutes persistants sur son propre caractère, Aurore était désespérément désireuse d'obtenir des informations plus détaillées directement de Chloé elle-même. Mais chaque fois qu'elle essayait d'appeler le numéro de téléphone de Chloé, les appels allaient directement à un message de boîte vocale automatisé. Le lendemain matin, Aurore et Maxime se sont retrouvés pour leur routine d'exercice quotidienne autour du parc du quartier. Pendant une pause sur un banc en bois, Maxime a remarqué avec alarme que la cicatrice distinctive sur le cou d'Aurore avait mystérieusement disparu sans laisser de traces. Mais lorsqu'il a mentionné cette étrange observation, Aurore n'avait absolument aucun souvenir d'avoir jamais eu une telle blessure. Lorsqu'elle est arrivée à l'école ce jour-là, elle a entendu des camarades de classe bavarder à voix basse au sujet de son prétendu comportement criminel. Elle a commencé à se demander sérieusement quel genre de personne elle avait vraiment été avant de perdre ses souvenirs. Se sentant complètement abattue et confuse au sujet de sa propre identité, Aurore est montée sur le toit de l'école pour un peu d'intimité et de réflexion tranquille. Là, elle a croisé de façon inattendue Lucas, qui l'évitait depuis l'incident du casier. De leur conversation maladroite, elle a appris que c'était en fait lui qui avait brisé la porte de son casier il y a plusieurs mois lors d'un incident précédent. Elle lui avait apparemment crié dessus assez durement à l'époque, et cette brève confrontation était la seule interaction directe qu'ils aient jamais partagée. Pendant ce temps, l'administration de l'école menait une enquête approfondie sur le vol du collier cher de la mère de Chloé. En analysant les comptes de dépenses et les publications sur les réseaux sociaux de divers élèves, ils ont découvert que chaque fois que leur groupe sortait ensemble, Chloé était systématiquement celle qui payait les repas et les divertissements de tout le monde. Elle achetait même occasionnellement des cadeaux généreux à d'autres membres de leur groupe d'amis. Cependant, Aurore était notamment la seule personne qui n'acceptait jamais rien de la générosité de Chloé et n'invitait jamais Chloé à se joindre à leurs activités sociales. En raison de ce schéma suspect, certains camarades de classe observateurs ont commencé à spéculer qu'Aurore extorquait systématiquement de l'argent à Chloé et prétendait maintenant commodément avoir perdu la mémoire pour éviter les conséquences. Léa, en entendant ces rumeurs malveillantes se répandre dans l'école, a immédiatement confronté les élèves qui bavardaient et a défendu le caractère de son ami. Pour une raison inexplicable, le fait d'être témoin de cette scène d'amitié a déclenché un étrange souvenir fragmenté dans l'esprit confus d'Aurore. Un souvenir vif de quelqu'un qui lui ressemblait exactement et qui était brutalement harcelé par un groupe d'élèves cruels. Se pourrait-il qu'Aurore soit en fait Marine, la fille de la maison des enfants? Lorsqu'elle est rentrée chez elle ce soir-là, Aurore a essayé désespérément de cacher ce qui s'était passé à l'école, mais elle n'a finalement pas pu cacher les événements troublants à sa mère inquiète. Madame Dubois a doucement demandé pourquoi sa fille ne s'était pas confiée à elle au sujet de ses graves problèmes. Aurore a répondu honnêtement que comme elle ne pouvait pas se souvenir de ses actions passées, elle avait sincèrement peur que si elle avait réellement commis un vol, cela décevrait profondément la mère qui lui avait montré un amour aussi inconditionnel. Réconfortée par les paroles rassurantes et le soutien indéfectible de sa mère, Aurore a commencé à faire confiance et à croire qu'elle n'avait vraiment pas harcelé ou volé Chloé. Le lendemain, à l'école, Léa a remarqué que quelqu'un avait secrètement placé des chrysanthèmes blancs sur le bureau d'Aurore, des fleurs traditionnellement associées à la mort et au deuil dans leur culture. Après avoir mené une enquête discrète dans l'école, Léa a découvert que Chloé était responsable de ce message inquiétant. Léa et Maxime ont donc pris Chloé à part pour une confrontation sérieuse au sujet de son comportement de plus en plus étrange. Léa a directement demandé à Chloé pourquoi elle avait placé des fleurs funéraires sur le bureau d'Aurore et a exigé de savoir ce qu'elle avait réellement fait au casier personnel d'Aurore avant l'incident de la perte de mémoire. Chloé a nié avec véhémence toute implication dans l'une ou l'autre des situations, se déclarant complètement innocente.
Les amis loyaux d'Aurore ont ensuite demandé si Chloé avait délibérément menti au professeur en disant qu'il l'avait forcée à payer leur séance de karaoké, ce qu'il ne lui avait jamais fait. Mais Chloé a affirmé qu'il l'avait constamment traitée comme si elle était complètement invisible, la traînant à des événements sociaux uniquement pour payer toutes leurs factures, sans aucune amitié véritable. Chloé a admis qu'elle avait désespérément voulu traîner avec eux comme une véritable amie, plutôt que comme une simple source de financement. Elle a expliqué qu'elle ne voulait pas que l'administration de l'école lance une enquête complète parce qu'elle avait peur qu'ils découvrent qu'elle n'avait pas de vrais amis du tout, seulement des gens qui l'utilisaient pour de l'argent. Mais maintenant, elle avait complètement changé d'avis sur le fait de les protéger. Chloé a dit aux amis d'Aurore de se préparer à une punition sévère lorsque la vérité serait finalement révélée. Ce soir-là, Aurore a surpris Chloé en train de rôder autour de la zone de son casier après les heures de classe. Elle a exprimé sa suspicion croissante que peut-être les deux avaient en quelque sorte échangé leur casier avant l'incident du pique-nique à la montagne. Incapable de maintenir ses mensonges plus longtemps, Chloé a finalement avoué la vérité, les larmes coulant sur son visage. Elle a admis qu'elle était intensément jalouse de tout ce qu'Aurore possédait, sa beauté, sa confiance, ses capacités de leadership naturel et les amitiés authentiques qu'elle avait cultivées. Chloé avait voulu qu'Aurore connaisse la même misère et la même solitude accablante qu'elle avait elle-même endurée pendant des années. Quand quelque chose de vraiment triste et accablant se produit, tout le monde a besoin d'un endroit sûr pour traiter ses émotions et tout laisser sortir. Aurore n'était pas différente de quiconque dans ce besoin humain fondamental. Elle a cherché Maxime pour lui faire part de ses révélations dévastatrices et de sa confusion au sujet de sa propre identité. Pendant qu'il s'éclaboussait joyeusement d'eau à la fontaine de l'école, essayant d'alléger l'ambiance pesante, Aurore a soudain glissé sur le trottoir mouillé et est tombée directement dans le bassin d'ornement profond. Alors qu'elle se débattait désespérément dans l'eau fraîche, incapable de nager correctement, ses souvenirs complètement perdus sont soudainement revenus comme un barrage brisé. Il s'est avéré que, incapable d'endurer plus longtemps la cruauté incessante du groupe dirigé par Victoire, elle avait en fait sauté dans la rivière déchaînée qui coulait derrière la maison des enfants avec l'intention d'échapper à ce monde de façon permanente. Mais miraculeusement, la personne qui lui avait sauvé la vie ressemblait étrangement à son propre reflet. En vérité, elle était Marine, la fille harcelée de la maison des enfants du ruisseau, et la personne qui l'avait sauvée d'une mort certaine était sa sœur jumelle identique, Aurore. La vie confortable que Marine vivait maintenant était en fait la vie que la vraie Aurore avait laissée derrière elle lorsqu'elle avait disparu. Tout ce que Marine avait vécu, la mère aimante, la belle maison, les opportunités éducatives, tout cela appartenait de droit à sa sœur. Abasourdie par ces souvenirs accablants retrouvés, Marine est rentrée chez elle complètement hébétée, ne sachant pas si ces souvenirs vifs étaient des expériences réelles ou simplement des fantasmes élaborés créés par son esprit traumatisé. Elle a fouillé frénétiquement dans les effets personnels d'Aurore jusqu'à ce qu'elle trouve un journal caché au fond d'un tiroir de bureau. Après avoir lu attentivement les entrées du journal, Marine a confirmé avec une certitude absolue que ses souvenirs étaient bel et bien la vérité complète. Elle était Marine, la fille qui avait grandi dans l'environnement difficile d'un orphelinat, pas Aurore, la fille privilégiée d'une famille riche. Mais grâce à la perte de sa mémoire et à l'échange accidentel de vie, Marine était finalement parvenue à connaître l'incroyable bonheur d'avoir une figure maternelle vraiment aimante dans sa vie. Elle a serré Madame Dubois fort dans ses bras, surprenant grandement la femme par cette soudaine démonstration d'affection intense. Le lendemain, Marine a avoué toute la vérité compliquée à Monsieur Petit dans son bureau privé. Elle a expliqué avec soin qu'elle et Chloé avaient en effet échangé leur casier avant le voyage à la montagne. Mais l'arrivée soudaine de Monsieur Petit, lors de leur réunion secrète,
avait laissé Chloé incertaine de ce qu'il fallait faire ensuite. Chloé avait prévu de se présenter devant le conseil de discipline et de tout avouer lors de l'audience formelle concernant le vol du collier de sa mère. Mais juste au moment où Chloé s'est avancée pour admettre publiquement sa culpabilité, Marine, se faisant toujours passer pour Aurore, a assumé l'entière responsabilité du harcèlement et de l'extorsion d'argent à Chloé, même si elle n'avait pas réellement commis ces crimes. Ayant elle-même été victime de violences scolaires systématiques, Marine comprenait parfaitement la peur profonde et la solitude accablante qui remplissaient le cœur de Chloé chaque jour. Cette révélation a laissé Chloé stupéfaite et profondément reconnaissante du sacrifice inattendu de Marine. Marine a même envoyé à Chloé des poèmes de guérison et des messages encourageants, lui disant de ne plus avoir peur. Marine a assuré à Chloé que peu importe la difficulté de la route à venir ou l'obscurité du ciel, Marine serait toujours là à ses côtés en tant qu'amie véritable. Les émotions de Chloé ont complètement débordé en lisant ces mots gentils. Peut-être que ce n'est que maintenant qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui se souciait sincèrement de son bien-être plutôt que de simplement utiliser sa générosité. Tout s'est résolu de la manière la plus positive et la plus réparatrice possible pour toutes les personnes impliquées. Cependant, Chloé a quand même choisi de quitter l'école discrètement plutôt que d'affronter la gêne persistante de la situation. Elle n'a pas oublié de créer des dessins faits à la main pour tous ses camarades de classe, servant à la fois d'adieux sincères et de remerciements sincères pour avoir fait partie de l'expérience de jeunesse partagée de chacun.